À la une, Mamadou Moustapha Ba, dernier hommage ce matin, levée du corps de l'ancien ministre des Finances et du Budget à l'hôpital militaire de Ouakam. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie funèbre. Toutes, à l'image de son successeur Cheikh Diba, actuel ministre des Finances, ont loué les qualités du défunt qui sera inhumé tout à l'heure à Nioro, sa terre natale. Le FMI retient ses décaissements pour le Sénégal. Pas de péril en la demeure, estime l'économiste Magaye Gueye. Pour lui, cette décision n'aura aucun impact sur le budget du Sénégal. La tête de liste nationale de la coalition Doundou, lui, par contre, tient un autre discours et prédit des conséquences qui pourraient être fâcheuses pour notre pays. Ousmane Sonko et ses interpellations sous forme de menaces à l'endroit du chef de l'État inadmissibles selon des analystes politiques qui jugent déplacer les propos du Premier ministre à l'égard du président de la République. Les actualités internationales, alerte rouge en Espagne 2 semaines après les inondations meurtrières. De nouvelles pluies torrentielles encore attendues. En sport football, 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Burkina accueille le Sénégal à Bamako. Match demain jeudi. Les Lions qui ont quitté Dakar ce matin sont bien arrivés au Mali. La revue de la presse à la une après l'escalade verbale, le dégel entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Nous le verrons avec Mohamed Ali Mouba. Bienvenue à tous à la technique de ce journal Aliouba. Seydou Nourouba, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom, bonjour à toutes et à tous. Vous étiez ce matin à l'hôpital militaire de Ouakam pour assister à cet hommage, ce dernier hommage rendu donc à Mamadou Moustapha Ba. La levée du corps a eu lieu ce matin. C'est cela Barthélémy, il y avait un monde impressionnant à l'hôpital militaire de Ouakam. Beaucoup de monde venu rendre un dernier hommage à Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget sous Macky Sall. Il faut d'abord noter Barthélémy que toutes les personnalités qui se sont succédées au pupitre ont pratiquement eu le même discours. Moustapha Ba était un homme bon et d'ailleurs le colonel Ibrahim Ndiaye, qui a parlé au nom des anciens élèves de troupes, a tenu à rappeler que Mamadou Moustapha Ba a beaucoup contribué, n'est-ce pas, à sa formation au Britannique militaire. Le rôle ô combien important que Bosquet, comme l'appelait affectueusement ses camarades de promotion, a joué dans ma formation britannique et sans commune mesure. Il faut également noter que le colonel Ibrahim Ndiaye a même rappelé ou rapporté les hommages rendus bien avant aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme le général d'état-major des forces armées, Mbaye Cissé, qui a tenu à rappeler son rire frais et gratuit, le travail bien fait et avec les chiffres. Mamadou Moustapha Ba était un passionné et on l'appelait d'ailleurs l'almami des chiffres, l'almami des finances. Il a également rapporté le propos de l'ancien ministre Makhtar Cissé qui a d'ailleurs dit que cette perte est immense pour le Sénégal, une perte immense pour tout un pays. Tous ont tenu à rappeler le travail ô combien important que Mamadou Moustapha Ba a joué durant de longues années, 20 ans au moins au niveau du ministère des Finances et du Budget. Il y a également El Hadj Abdou Cissé qui a parlé au nom de la belle famille. Il a tenu à rappeler les bienfaits que Mamadou Moustapha Ba a fait au niveau des mosquées, des daras, sans même être sollicité. Pour dire Barthélémy, le ministre des Finances, Cheikh Diba, l'a également rappelé, Moustapha Ba était un homme bon et le professionnalisme dont il a fait preuve au niveau de ce ministère était sans commune mesure. Une lourde perte donc pour le Sénégal, Seydou Nourouba. Merci toutes les personnes, vous l'avez dit, donc toutes les personnalités présentes à la levée du corps ce matin à l'image de son successeur, Cheikh Diba, actuel ministre des Finances, ont donc loué les qualités du défunt. Mamadou Moustapha Ba qui sera inhumé tout à l'heure à Nioro. Nous sommes en ligne justement avec notre correspondante à Kaolack. Fatoumou, bonjour. Bonjour à vous, Barthélémy, et bonjour à tous. Sur place là-bas à Nioro, on s'affaire autour des derniers réglages pour recevoir la dépouille de Mamadou Moustapha Ba pour l'accompagner à sa dernière demeure. Tout à fait. L'atmosphère est plutôt morose au domicile familial où des récitals de Coran ont commencé dès ce matin. La famille est toujours sous le choc depuis l'annonce du décès de Mamadou Moustapha Ba, survenu le lundi 4 novembre. Sa dépouille est attendue dans son village natal où le défunt a fait ses premiers pas. Elle laissait une empreinte marquante. Cette empreinte lui a valu Barthélémy de nombreux éloges pour sa générosité exemplaire et sa rigueur dans son travail. Il est à noter que l'enterrement est prévu à 17h au cimetière de Nioro,
aux côtés de ses parents qui y reposent également. Depuis 10 heures, amis, proches et membres de la famille se succèdent au domicile familial pour apporter leur soutien et exprimer leur compassion. Des forces de l'ordre sont présentes également, ainsi que les jeunes arborant des badges indiquant leur participation à l'organisation de ces funérailles. Barthélemy, plusieurs autorités étatiques et de l'opposition administrative sont attendues à la cérémonie. Actuellement, il y a des personnalités de la classe politique locale et religieuse de la région qui sont présents pour lui rendre un dernier hommage. Merci Fab Toumbo en direct de Nioro. Nioro qui attend donc l'arrivée de la dépouille de Mamadou Moustapha Ba. Il sera enterré tout à l'heure donc sur place. Midi, bientôt 7 minutes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, l'économiste Magaye Gaye sur le retard dans les décaissements du Fonds monétaire international pour le Sénégal. Il précise que cela n'aura aucun impact sur le budget. Cependant, selon lui, l'État doit explorer d'autres solutions comme l'augmentation des recettes fiscales ou même la levée des financements sur le marché régional et même sous-régional. Magaye Gaye, interrogé par Ndeye Ndoumbe Diop. Sur le budget 2024, je ne vois aucun impact. D'abord, le montant décaissé était de 338 milliards de francs CFA sur un programme de l'ordre de 1,9 milliard de dollars. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que cette absence de décaissement n'est pas du FMI. C'est le gouvernement du Sénégal qui, en toute souveraineté et bien entendu, après avoir évalué l'environnement de ce décaissement, à savoir les audits qui ont été menés, à savoir également la nouvelle vision que les autorités veulent imprimer effectivement au développement du Sénégal, c'est eux qui ont dit au FMI que nous ne souhaitons pas qu'il y ait des décaissements sur les montants négociés par les anciennes autorités. Nous préférons renégocier, ce qui est quand même à saluer. Alors donc aujourd'hui, je ne vois aucun impact sur le budget de 2024 puisque les investissements normalement ne démarrent qu'en 2025 d'une part. Aujourd'hui, l'urgence pour le gouvernement, c'est de gérer les salaires mais également le service de la dette. Et le gouvernement a plusieurs façons, plusieurs cordes à son arc pour combler ce manque à gagner. C'est d'abord davantage de recettes fiscales, c'est recourir au marché financier sous-régional et international, mais c'est également quand même penser également à la possibilité que certaines renégociations de contrats puissent commencer à donner effectivement des résultats probants. Mais encore une fois, pour dire que tout ceci est bon, mais le gouvernement doit, à mon avis, avoir également en perspective la nécessité de restructurer l'endettement du Sénégal. L'économiste Magaye Gaye, cette décision du Fonds monétaire international n'est pas surprenante aux yeux de Mohamedou Madana Kane. La tête de liste nationale de la coalition Doundou souligne que cela pourrait avoir des conséquences et il faudra donc chercher des leviers de compensation. Mohamedou Madana Kane était l'invité de RFM Matin ce mercredi. C'est une décision qui était prévisible au regard de plusieurs éléments factuels. Le premier élément, c'est que le Premier ministre lui-même avait annoncé qu'ils avaient demandé au FMI de suspendre les décaissements quand ils ont découvert qu'il y avait une falsification des chiffres. Donc c'est l'État du Sénégal qui en a voulu ainsi déjà dans un premier temps. Le deuxième élément factuel, c'est que vous ne pouvez pas dire à la face du monde que les comptes du Sénégal ont été maquillés et demander à une institution sérieuse comme le FMI de poursuivre les engagements qu'elle avait pris au début avant que ces faits supposés ne soient découverts. Donc c'est pour moi une conséquence logique de tout ce qui a été dit jusqu'ici et tout ce qui a été annoncé. Est-ce que cela ne peut pas avoir des conséquences pour notre pays ? Alors, tout dépend du niveau de dépendance qu'on avait sur ces ressources attendues du FMI. Si le financement de l'économie du Sénégal dépendait en partie ou totalement de la réception de ces fonds, naturellement, il faudra chercher des leviers de compensation qui ne vont pas être faciles à trouver au regard de la conjoncture économique actuelle du pays et du monde et de la sous-région de manière générale. En revanche, si l'État du Sénégal avait tablé sur un schéma de financement de son économie qui ne dépend de ces ressources du FMI, alors on considérera que ces ressources ne vont pas impacter la trajectoire de financement de l'économie du pays.
Et c'est à l'État de nous dire en réalité, on n'a pas encore vu la programmation pluriannuelle budgétaire pour pouvoir justement analyser sous cet angle-là. Le Fonds monétaire international donc qui décide de retenir ces décaissements et l'Union européenne de son côté décide également de ne pas renouveler les accords de pêche avec le Sénégal. Les acteurs de la pêche artisanale saluent cette décision de l'UE. Toutefois, ils demandent aux autorités de prendre les mesures idoines pour lutter contre la pêche illicite dans les côtes sénégalaises. Abdoulaye Ndiaye, membre de l'Union nationale de la pêche artisanale au Sénégal, par ailleurs secrétaire général adjoint du réseau des pêcheurs de la région de Thiès. Nous nous réjouissons de cette rupture des accords entre l'Union européenne et le Sénégal. Il reste à promouvoir aussi la lutte contre cette pêche INN-là et favoriser une pêche responsable et durable pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc la balle est dans notre camp maintenant. C'est une vieille doléance qui vient d'être satisfaite. Donc nous, de la pêche artisanale, nous devons vraiment faire tout pour améliorer notre statut de défenseur de cette pêche-là parce que ça englobe beaucoup de choses. C'est le premier levier économique du pays. Donc nous ne pouvons pas nous réjouir en attendant et essayer de promouvoir la pêche responsable et durable en attendant que les choses s'améliorent. Ce qui est important de dire, c'est que des accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal concernaient des poissons bien déterminés, soit le thon, le merlu, mais surtout les prix accessoires. Quel tonnage, quel prix a été négocié. C'est passé sous silence. On n'a pas eu écho de ça. Mais que ce soit l'Union européenne ou d'autres entités, moi je crois que la pêche INN doit être combattue ici au Sénégal. Donc nous, du secteur de la pêche artisanale, nous avons l'habitude de pêcher les petits pélagiques côtiers qui constituent plus de 77% des débarquements ici au Sénégal. Et c'est le socle aussi de l'alimentation, donc de la sécurité alimentaire. Et nous parlons de l'immigration irrégulière. Foundiougne et Niodior qui pleurent encore leur fils décédé au large des côtes mauritaniennes. Au total, ils sont 17 candidats décédés en mer. Un drame qui a encore été évoqué lors du passage à Foundiougne de la caravane de Bruno D'Erneville, investi sur la tête de liste départementale de la coalition And Bessal Sénégal d'Abdoulaye Sylla. Il s'engage une fois à l'Assemblée nationale à faire voter une loi portant code du migrant. Aminata Goudiaby. Un calme plat règne sur les ruelles exiguës de l'île de Niodior. Le village fait encore son deuil. Plus d'une dizaine de jeunes de la localité font partie des candidats à l'immigration irrégulière décédés il y a quelques jours dans les côtes mauritaniennes. Awa Faye, les yeux larmoyants en évoquant le sujet, a perdu une petite sœur. Je pense qu'ils ont quitté ici un jour de lundi. On a appris que la pirogue qui les transportait avait eu des problèmes en Mauritanie. L'information de leur décès, nous l'avons reçue comme tout le monde. Elle était partie juste pour trouver un meilleur emploi. Elle a laissé ici une petite fille et c'est elle aussi qui vivait avec notre mère qui, comme vous le constatez, est vieille. Parmi les victimes, des jeunes ressortissants de la commune de Foundiougne, 5 au total. La famille Senghor du quartier des Almadies a perdu un fils de 23 ans. Il a voulu partir il y a 2 ans, mais je l'avais dissuadé. Mais cette fois-ci, il a pris la décision à mon insu. Il est décédé et nous n'avons même pas pu disposer du corps. C'est triste. Selon un recensement des autorités administratives, ce sont 17 jeunes des communes de Foundiougne et de Dionewar qui sont décédés dans la pirogue qui a embarqué récemment. Bruno D'Erneville, candidat aux législatives avec la coalition And Bessal Sénégal, compte proposer une loi portant code du migrant économique une fois à l'Assemblée nationale. Le Sénégal doit pouvoir mettre en place un tel code. Le manque de considération des migrants est inadmissible vis-à-vis des conventions internationales. Le migrant doit avoir un statut pour qu'il puisse être respecté. Nous devons dépénaliser le départ des migrants. Que ceux qui reviennent doivent être accompagnés, mais ceux qui partent également doivent être soutenus. À Dionewar, à Niodior, à Falia et à Foundiougne, les familles pleurent encore leurs enfants, neveux ou oncles. La commune de Bassoul a également perdu beaucoup de jeunes la semaine dernière. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Ousmane Sonko et ses interpellations sous forme de menaces à l'endroit du chef de l'État, inadmissibles selon des analystes politiques qui jugent déplacer les propos du Premier ministre à l'égard du président Bassirou Diomaye Faye. Ces sorties d'Ousmane Sonko peuvent créer une dualité et donc les conséquences peuvent être désastreuses pour le Sénégal. Ont-ils dit à Oumou Kalsoumli. Selon le journaliste et analyste politique Hassan Samb, Ousmane Sonko est un premier ministre, mais il continue de garder malgré tout sa posture d'opposant et ça ne marche pas. Il note une certaine divergence au sommet de l'État. Selon lui, le premier ministre devrait reconsidérer sa position pour éviter d'avoir des difficultés avec le président de la République. Il aura
clairement et publiquement montré qu'il n'est pas en phase avec leur approche et que véritablement qu'ils seraient un peu laxistes, même s'il n'a pas utilisé le mot, pour ce qui les concerne. Et que ça, c'est inadmissible. Il est allé trop loin en lançant un appel à la vengeance avant de se raviser. Mais dans tous les cas, cela montre qu'il y a des divergences au sommet. Quelle que soit la situation, la tension, le Premier ministre ne peut pas se départir de sa casquette de Premier ministre. En tant que le leader, en tout cas de Pastef, ne peut pas se départir de sa casquette de Premier ministre et aurait dû appeler son supérieur, qui est le président de la République, discuter en privé de ces questions-là, ne serait-ce qu'au téléphone, n'est-ce pas, utiliser une ligne rouge, discuter de ces questions stratégiques et adopter une position commune avant de la rendre. C'est ça l'approche. Et ça, c'est une forme de dualité dont les conséquences peuvent être extrêmement graves pour la gestion du pays. Parce que sur d'autres questions sensibles, également, effectivement, le Premier ministre peut adopter la même posture et véritablement s'inscrire en faux avec l'approche qui est celle du chef de l'État et bien sûr créer une dualité qui peut être source de blocage. Donc, on l'avait noté quand Samba Ndiaye avait été nommé. Effectivement, on avait eu la même situation. Aujourd'hui, ça s'est aggravé et le Premier ministre n'a pas hésité publiquement à montrer qu'il n'est pas d'accord avec le chef de l'État. Ça veut dire que, effectivement, ce que tout le monde craignait est en train de se passer, c'est-à-dire la dualité. Abdou Fattah Fall, analyste politique, lui parle carrément de défiance. Quand on va jusqu'à dire que tel a failli dans sa mission, la conséquence qu'on doit en tirer immédiatement, c'est son limogeage. C'est son limogeage. Et dans le discours, il est en train de dire, bon, ce qu'il fait, voilà, c'est pas... Ça ne m'agrée pas, voilà, mais entre guillemets, la décision ne lui appartient pas de le limoger. C'est ça qu'il dit dans les faits. C'est ça qu'il dit. Et comme vous dites, mais évidemment, c'est peut-être un linge sale qui va être lavé en famille, mais ça ne peut pas continuer à fonctionner ainsi. C'est pas possible. On ne peut pas être chef de gouvernement ou être ministre et puis voilà, même si on est en campagne électorale, critiquer ouvertement d'autres ministres. Selon nos deux interlocuteurs, si ça continue ainsi, une dualité risque de se poser, ce qui peut entraîner une crise institutionnelle profonde. Midi 17 minutes, vous suivez le journal sur la radio Futur Média et je vous en remercie. La suite, elles sont nombreuses. Les personnes en détention victimes de harcèlement et de mauvais traitements, parfois même violentées. Amnesty Sénégal, en rapport avec des magistrats, travaille sur la question. Rencontre à Hambourg. L'ONG de défense des droits de l'homme réclame des sanctions exemplaires contre les auteurs. La rencontre initiée par des médecins vise à permettre aux enquêteurs et magistrats de disposer de preuves médicales. Neymati Dieng. Pour une réponse adéquate en cas de torture ou de mauvais traitement dans les lieux de privation de liberté, il faut forcément une parfaite collaboration avec les médecins. C'est selon Madiaou Diaw, magistrat observateur national de ces lieux en question. Ce serait hasardeux pour un magistrat de trancher une affaire de torture ou de mauvais traitement sans véritablement avoir recours au diagnostic, aux conclusions de l'homme de l'art qu'est le médecin, en assurant une plus grande répression. Parce que ceux-là qui seront tentés sauront que quoi qu'il en soit, les actes nécessaires seront posés et ils n'échapperont pas véritablement à l'art. 30 professionnels de la santé venus de différentes régions du Sénégal ont bénéficié d'une formation pour accompagner les magistrats dans cette lutte. Pape Medjen Diop, président Amnesty Sénégal. Nous avons jugé de faire un atelier de formation pour un nombre déterminé de médecins pour au moins les former, les mettre à niveau par rapport aux lois, avec l'apport des experts aussi sur les normes. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'implique. Samba Korsar, directeur de cabinet du ministre Ibrahima Sy. Les tortures laissent parfois des traces qui, si aucune action n'est faite, ces traces peuvent effectivement être à l'origine d'une installation de handicap. Et donc, le secteur de la santé est un secteur essentiel dans le cadre du développement du respect des droits humains. Le magistrat Madiaou Diaw tient cependant à préciser que la situation du Sénégal concernant les cas de torture ou de mauvais traitement dans les lieux de privation de liberté s'est beaucoup améliorée. À ce jour, il n'y a rien d'alarmant à signaler, ajoute-t-il. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Barthélémy Gomme, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire d'abord, Laurent Gbagbo qui renoue avec la France. L'ancien président ivoirien a reçu Jean-Christophe Béliard pour un entretien de près de 2 heures. L'information a été rendue publique hier mardi par une source diplomatique française et confirmée par la porte-parole du PPACI. À 11 mois de la présidentielle de 2025, cette rencontre marque un tournant important dans les relations entre la France et l'ex-chef d'État des
des relations interrompues depuis la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Gobi Ayabi. Le printemps semble se lever sur les rapports entre Laurent Gbagbo et Paris. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, a rendu visite à l'ex-chef d'État, a révélé mardi une source diplomatique française. Plusieurs sujets ont été abordés allant des enjeux économiques et politiques de la Côte d'Ivoire à la perception de la France dans la région ouest africaine. Cette démarche s'inscrit dans la volonté d'échanger avec tous les acteurs politiques du pays, a détaillé la source. L'ambassadeur de France avait déjà rencontré Tidiane Thiam, président du PDCI, illustrant ainsi sa volonté de diversifier les échanges à 11 mois de la présidentielle de 2025. Cette dernière a également été évoquée, bien que selon cette même source, Laurent Gbagbo n'a formulé aucune demande particulière concernant son éligibilité. La porte-parole du PPAC, Maître Abiba Touré, a dans un communiqué qualifié la rencontre de cordiale et souligné l'importance de ce dialogue dans un contexte politique tendu. Cette reprise de contact entre Laurent Gbagbo et la diplomatie française pourrait apaiser les tensions historiques entre l'ancien président et les autorités françaises depuis le conflit armé de 2010-2011 qui avait vu Gbagbo arrêté et transféré à La Haye pour être jugé par la Cour pénale internationale avant d'être finalement acquitté. De retour en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin 2021, il est condamné dans l'affaire dite du casse de la BCEAO qui le prive de ses droits civiques et politiques, mais l'homme maintient sa candidature au présidentiel de 2025. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Le Niger lance une invitation à la Russie pour l'exploitation de ses ressources naturelles. Une invite en plein litige avec Paris concernant notamment l'exploitation d'un important site d'uranium. C'est une étape de plus dans le changement de cap du Niger depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire après le coup d'État de 2023. Harry Silla. Un appel du pied. Le Niger a invité des sociétés russes qui seraient intéressées par l'exploration et l'exploitation de ces ressources naturelles à venir sur place. C'est ce qu'a déclaré dans une interview ce mercredi 13 novembre le ministre nigérien des Mines. Une déclaration formulée par Ousmane Abarchi dans un entretien à l'agence publique russe RIA Novosti. Cette proposition intervient à la suite d'une mésentente entre Niamey et le groupe français Orano autour de l'exploitation d'un site d'uranium. Selon Ousmane Abarchi, des rencontres sont déjà faites avec des sociétés russes qui se sont intéressées à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles au Niger. Il précise aussi qu'il ne s'agissait pas seulement d'uranium, mais aussi d'autres ressources. Du côté des sociétés françaises, l'État français, à travers son chef d'État, a dit ne pas reconnaître. Du côté des sociétés françaises, l'État français, à travers son chef d'État, a dit ne pas reconnaître les autorités du Niger. Arrivé au pouvoir à l'issue d'un coup d'État militaire en juillet 2023, a rappelé Ousmane Abarchi. Selon lui, cela n'a pas changé depuis plus d'1 an. Est-ce qu'il vous paraît concevable qu'à ce titre, nous, État du Niger, acceptions que les sociétés françaises continuent à exploiter nos ressources naturelles? A-t-il souligné. En Espagne, 2 semaines après les inondations meurtrières, de nouvelles pluies torrentielles encore attendues. Plusieurs régions sont concernées par l'alerte rouge synonyme de danger extrême lancée par l'Agence d'État de météorologie d'Espagne. Parmi ces régions, Malaga, Andalousie, Tarragone et la Catalogne, les écoles des villes récemment touchées par ces inondations sont actuellement fermées. L'alerte survient 2 semaines donc après des inondations qui ont fait 223 morts pour la plupart dans la région de Valence, selon le dernier bilan officiel. Et puis Notre-Dame de Paris sera bientôt réouverte au public. C'est prévu du 8 au 14 décembre prochain. Le 29 novembre déjà, le président Macron devrait y effectuer une dernière visite du chantier de restauration qui a duré 5 ans comme promis. Selon l'Élysée, le chef de l'État français va prononcer un discours sur le parvis de Notre-Dame le 7 décembre, juste avant d'assister dans la cathédrale même à la cérémonie liturgique de réouverture. Il sera aussi présent le 8 décembre pour la première messe en public depuis 2019. Oui, Notre-Dame de Paris, donc ravagée par un incendie. C'était en 2019 à Narocha. Merci. Effectivement. RFM Sport.
Le sport, Youssouf Bouyan. Bonjour Youssouf. Bonjour Barthélémy et bonjour à tous. Du football, nous parlons de l'équipe nationale du Sénégal. Elle est bien arrivée à Bamako ce matin. C'est après 10 heures que les Lions sont sortis de l'aéroport de Bamako pour rejoindre leur hôtel. À l'accueil, il y avait la communauté sénégalaise, notamment le 12e Gaïndé local, son président, Ndiaga Diop, que je vous propose de suivre. La plupart de nos membres sont des tailleurs, c'est pourquoi ils n'ont pas pu venir. Mais demain, on va mobiliser le maximum de Sénégalais. Et pour la paix, nous ne voulons pas de débordement au stade parce que nous avons de bons rapports avec les Maliens qui nous reçoivent, même si nous affrontons le Burkina Faso. Les Lions auront des supporters et ils gagneront, Inch'Allah. La mobilisation d'aujourd'hui n'est qu'un aperçu de la communauté qui viendra en masse demain. Malgré que nous sommes qualifiés, c'est un match de prestige et nous devons les galvaniser et les pousser à la victoire. Au minimum, le 12e Gaïndé du Mali va mobiliser 1000 personnes. Ndiaga Diop, donc président du 12e Gaïndé du Mali, au micro de nos confrères de Desports. Les conférences de presse d'avant-match des deux équipes prévues à 18h30. Ensuite, à 19h, il y aura donc la séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal qui va affronter l'équipe du Burkina Faso demain à 19h à Bamako. C'est pour donc la 5e avant-dernière journée des qualifications à la CAN Maroc 2025. Justement, cette 5e journée démarre tout à l'heure à 13h avec la Namibie qui accueille le Cameroun déjà qualifié. Le Libéria qui reçoit le Togo en cas de victoire qui a des chances de se rapprocher davantage de la Guinée équatoriale. Le Tchad joue la Sierra Leone. Le match est prévu à 19h. Et nous parlons de la Ligue des champions féminines, Youssouf, au Maroc. Deuxième défaite pour l'équipe qui représente le Sénégal. Les Aigles de la Médina ont été battus hier 2-0 par les Sud-Africaines de l'University of the Western Cape sur cet apprentissage qui est dur pour l'équipe du Sénégal, l'équipe championne en titre du Sénégal. Elles veulent, les joueuses de la Médina, jouer à fond leur troisième match. Soda Cham s'est entretenu avec leur entraîneur. Avec une deuxième défaite, l'équipe des Aigles de la Médina s'est compliqué davantage la tâche pour une qualification au prochain tour, souligne l'entraîneur Cheikh Omar Tidiane Diouf qui revient sur ce match contre University Western Cape. Les filles ont géré la première mi-temps, elles ont raté beaucoup d'occasions par manque d'expérience. En deuxième mi-temps, l'équipe adverse a eu 2 ou 3 occasions et elles ont mis 2 au fond du filet. Au niveau, on ne pardonne pas. On est venu ici pour apprendre et on a bien appris pour revenir l'année prochaine. Et si on revient encore, ça ne va pas se passer comme ça. Tout n'a pas été mauvais pour une première participation, selon la responsable du football féminin à Dakar-Sacré-Cœur. Walimata Sey soutient également que cette participation peut servir le club de la Médina à revenir en force. C'est une première participation, donc elles sont venues chercher de l'expérience parce qu'elles sont face à des équipes qui ont l'habitude de jouer ce tournoi et c'est la Champions League, c'est le plus haut niveau par rapport aux clubs africains. C'est les meilleurs clubs africains dans le foot féminin qui se retrouvent dans ce tournoi-là et qui ont l'habitude de venir. Donc voilà, ça fait de l'expérience aux Aigles et ça permet aussi de se jauger, de voir le gap qu'il y a et pour pouvoir revenir et encore mieux travailler. L'équipe des Aigles de la Médina n'est pas encore éliminée mathématiquement, mais il faudrait que Aïsfar, déjà qualifié, bat University Western Cape et que les Aigles de la Médina gagnent tout puissant Mazembe par 2 buts d'écart. Soda Cham, en Europe, la Ligue des champions féminines qui joue sa 3e journée ce soir à 17h45. Galatasaray qui reçoit les Allemandes de Wolfsburg. Dans l'équipe turque, il y a Absatou Malado Diallo, attaquante internationale du Sénégal, âgée de 19 ans. C'est d'ailleurs la première Sénégalaise à disputer la Ligue des champions européenne de football. Le basketball masculin, Youssouf Bodian, on connaît le programme de la fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025. Ça se joue à Dakar, au Dakar Arena, le 22 novembre. Donc le premier match va opposer pour le Sénégal. Donc à 18h, on aura Sénégal-Rwanda. Ensuite, le 23 novembre à 18h également, Gabon-Sénégal. Et puis le 24 novembre à 18h, l'équipe du Sénégal qui va défier celle du Cameroun au Dakar Arena Barthélémy. Merci beaucoup Youssouf Bodian. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi à la une, le dégel entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. Bonjour Mohamed Ali Mouba.
Bonjour. Confrontation Pastef Sam Sakadou, Sonko diffère le combat avec Barthélémy Diaz. Il avait promis de marcher sur les terres de son rival et de le provoquer dans un duel à Sicap Baobab. Finalement, Ousmane s'est ravisé. Il s'est arrêté en jeu de pierre de là, à l'école normale supérieure. De là-bas, il enterre avec ses troupes le Gatsa, nouvelle formule. Sur sa lance, on ouf de soulagement. Ouf, Barthélémy et Sonko ne sont pas finalement battus. Le journal Le Quotidien parle de manœuvre de désescalade. Le leader de Pastef a demandé hier à ses militants de tout désactiver et de continuer la campagne dans le calme et la paix. Tribune trouve que c'est Diomaye qui s'est imposé à Ousmane Sonko. Le président de la République l'a arrêté net. Mais Ousmane Sonko demande à Diomaye de prendre ses responsabilités. Amer, il a demandé au GIGN de partir de sa caravane. Je n'en ai plus besoin, a-t-il soutenu. Je reste avec ma sécurité privée, a-t-il confié. Quoi qu'il en soit, Walfatri nous dit que Sonko est revenu à de meilleurs sentiments. Entre les deux, c'est un début de DGL. Mais Vox Populi se demande s'il s'agit d'une vraie accalmie ou d'une accalmie de façade. En tout cas, le journal constate que Barthélémy lui donne rendez-vous à ses militants mercredi, jeudi et vendredi à Dakar. Mon confrère constate que Barthélémy est revenu sur ce qu'il qualifie de vraie histoire des armes dont parle Ousmane Sonko. Il n'a fait que vous raconter, dit-il, ce qu'il a vu chez moi et je l'ai dit tout simplement. Aucun service de renseignement ne détient un rapport qui peut prouver que je me suis payé des armes. Titre de source à Sonko justifie sa trêve. Barthélémy, le taxe de poltron, sur sa rapporte les propos musclés de Barthélémy Diaz. Il dit Sonko est un menteur qui manque de courage. Il n'a qu'à venir faire une caravane chez moi. Je l'ai attendu en vain. Il ne tient jamais ses promesses. Il instrumentalise de jeunes innocents faute de courage. Nous allons faire une caravane à Dakar, mais nous n'allons pas donner l'itinéraire car Dakar est une zone géographique. Fin de citation. L'Observateur parle de guerre des mots. Le Quotidien relève que les gladiateurs se sont contentés finalement des mots. Le Sud Quotidien soutient en tout cas que la classe politique sénégalaise fait face à ses responsabilités. Le journal Les Échos constate que 81 individus ont été arrêtés, dont 77 gardes du corps de Sam Sakadou. Des bombes asphyxiantes, des douilles, des tasers, des couteaux, des lance-pierres ont été retrouvés dans le cortège de Barthélémy et compagnie. Bougane Gueye Dany confie qu'un des éléments de sécurité de la caravane Sam Sakadou a reçu une balle au pied. Enquête fait dès lors arrêt sur la violence pour le mandat et c'est une classe politique qui est de plus en plus violente qui est sur celle sucré et salé du quotidien fait le constat suivant. Eh bien, la justice est cachée depuis quelque temps. Les violences en période électorale sont tellement courantes qu'elles ne surprennent plus personne. Il semble néanmoins que cette campagne des législatives a réveillé des démons que les Sénégalais ne connaissaient pas, quand en plus l'une des plus hautes autorités du pays, le chef du gouvernement, en vient à inciter ses partisans à la violence en leur désignant leur cible. On se demande ce qui peut encore nous arriver de pire puisque la justice semble se cacher et non sectionnement la publication. À la une des journaux aussi, Moustapha Ba qui devrait être enterré aujourd'hui, son corps et le permis d'inhumer remis à sa famille. Selon le journal Enquête, l'ancien ministre des Finances et du Budget va être donc inhumé aujourd'hui à Nioro, levé du corps à 10h à l'hôpital militaire de Ouakam. Le journal Enquête s'en félicite sur ça, relève que le rapport d'autopsie a été déposé sur la table du procureur de la République. Le maître des poursuites va continuer son enquête. Et puis Naboulé, une liberté provisoire précaire. Oui, une liberté fragile, risque de révocation de l'ordonnance de contrôle judiciaire. En tout cas, une convocation pour audition au fond est imminente. À lire dans l'Observateur aussi, les finances publiques, le spectre d'un avenir économique sombre pour notre pays, les risques du nouveau report de décaissement du FMI sur le Sénégal. Bonne lecture à tous. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. Midi 34, merci beaucoup Mohamed Alimou Ba. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliou Ba. Retour de l'info à 13h. Vous serez avec Fama Dione. Bonne suite de programme. Georges Déthié-Diop, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Le journal de la campagne dans un instant. Un cahier. Un crayon. Un panier. Une poubelle. L'ardoise. Une craie. Le cartable. Tout le monde en classe.
En classe, c'est le rendez-vous consacré à l'éducation sur la RFM. Actualité, découverte, portrait, tout dans votre rubrique hebdomadaire. La chronique du docteur Mohamed Ali Mouba dans le journal de 18h. Meeting de 19h à 21h avec Awambaï et Cheikh Tidiane Diagne. Et après les éditions de 21h et 22h, le journal de la campagne. Merci de rester fidèle à nos programmes, le programme de la Radio Futur Média, midi 35 minutes. Bienvenue dans votre journal de la campagne. Georges Détédio. 18e jour de campagne électorale, la plupart des candidats et coalitions se concentrent sur Dakar, la capitale. Pour ces derniers jours de campagne, des caravanes vont sillonner Dakar. Des meetings sont aussi prévus ce jour. L'agenda du jour, Nafissatou Silla. Plus que 2 jours pour boucler la campagne électorale, alors on met les bouchées doubles. La plupart des coalitions et autres partis se trouvent à Dakar. C'est le cas de Pastef les Patriotes qui prévoit une caravane nationale ce mercredi 13 novembre. Les militants de Pastef partiront de Sangalkam, prochaine étape Kurmassar puis Pikine, avant de tenir un grand meeting à Guédiawaye ou encore à Madouli Akile, tête de liste de la coalition Waref. Il organise une caravane dans le département de Pikine avant de terminer avec un meeting à partir de 18h. And Tiko Loutengir Sénégal AKS d'Abdou Karim Sall est aussi à Dakar. La coalition compte investir le département de Guédiawaye avec une caravane. And Soukali Transport à Commerce d'Alassane Ndoye sera au Parcelles Assainies, à Pikine, Kurmassar et puis Guédiawaye où se tiendra un meeting. La coalition Samsa Kadou aussi mènera ses activités politiques ici à Dakar. Et puis hors de Dakar, on retrouvera l'ancien premier ministre Amadou Ba de la coalition Diamangarine qui se rendra à Ranérou, Barkédji, Linguère et Dara Djolof. Dans cette zone, Amadou Ba y sera en même temps que la coalition Takoualou de Macky Sall qui tiendra, elle, spécifiquement des caravanes et des rassemblements dans les départements de Linguère et de Ranérou. Andodole Ligue Kati, Ngir Souniou Yelef et dans le département de Founioun. L'itinéraire de leur caravane s'inscrit comme suit. Le point de rencontre est à Karangpost, puis direction Toubakouta, Sokone et après Passy. Arsounou Mohamel de Bassirouba à Tambacounda hier reste dans cette zone avant de clôturer sa campagne dans la commune de Djamal. Et plus tout à fait au sud du Sénégal, Amadou Toubanian du mouvement Wardjeuf, tête de liste de Garab ADS, quitte Dakar aujourd'hui pour la Casamance, précisément à Finchok dans le Bignona, dans la région de Ziguinchor. L'actualité de la campagne est dominée par la passe d'armes entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Les préoccupations des populations de Nioro évoquées par la coalition Sénégal-Kessé ou encore l'intercoalition Takou-Walou Samsa Kadou qui invite les Sénégalais à rectifier le tir raté en mars dernier. Actu campagne, Fama Dione. Et tels sont les mots ou expressions utilisées par le candidat de la coalition Sam Sakado pour lancer des pics à Ousmane Sonko. Selon Barthélémy Diaz, le 17 novembre n'est plus loin. Les populations de Dakar sont déçues du nouveau régime en place car ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et cette sortie de Barthélémy Diaz fait suite à celle de Ousmane Sonko qui était dans sa localité hier. À Sika Baobab, le leader de Pastef n'a pas raté Barthélémy Diaz. Pour Ousmane Sonko, Baobab n'est pas le titre foncier où l'héritage de police Dragon ont été mis en place dans le but de sécuriser sa maison afin que rien ne se produise. Yalla xamnani waji amul fit, musul am fit, xamul fu fit di nek, a déclaré Ousmane Sonko. En caravane à Mbour, Amadou Mame Diop a appelé à rectifier le tir raté de mars 2024. En intercoalition avec Sam Moussa Kadou dans le département, Takou-Walou a invité les populations à prendre conscience des limites du pouvoir actuel. Pour sa part, la coalition des Kalteranga était à Saint-Louis. La tête de liste départementale dit vouloir concrétiser l'ambition de son mentor, Feu Alioune Badara Cissé, en Saint-Louis. Autrement, pour El Hadj Mamardié, le secteur de l'éducation fait aussi partie de ses préoccupations. Il a promis, une fois élu, de réhabiliter des écoles fermées et de construire d'autres écoles. À Nioro du RIP, la coalition Sénégal-Kessé promet une assemblée de rupture. Selon le représentant de Thierno Alassane Sall, dans la localité, les populations doivent procéder à un filtre pour renouveler la classe politique. Pour Mohamed Lamine Diouf, il faut une révolution parlementaire pour éviter de voir des députés élus siégeant non pas pour le peuple, mais pour leur parti. Le direct du jour en ligne avec nous, Cheikh Anta Diop en direct de Thiès. Bonjour Cheikh.
Oui, bonjour, Georges Diop. Alors, la campagne prend fin vendredi à minuit. Comment se déroule cette fin de campagne dans la cité du Rail? Est-elle animée en meeting et en activité? Et vous l'avez dit, à 3 jours de la fin de la campagne électorale pour les législatives, les initiatives de rassemblement, de remobilisation se multiplient à Thiès. Des militants de partis, les coalitions, à travers des visites à domicile, des caravanes, en tout cas, sillonnent les artères de la ville de Thiès, d'autres les villages les plus reculés dans le département de Thiès. Le marché central de Thiès constitue en effet le grenier électoral qui pèse lourdement sur les résultats dans la commune de Thiès-Nord, qui concentre 55 000 électeurs, presque tous les candidats au niveau départemental et toutes les coalitions de partis ont fait des rassemblements au niveau des marchés, marché central, marché Khelgue, Grand Thiès. La tête de liste Sénégal Café, Thierno Alassane Sall, est toujours attendu à Thiès. Il était à Kermousseux. Le foncier dans cette zone le préoccupe devant ses militants. Il dira, une fois élu à l'Assemblée nationale, il va porter ce combat, réparer une injustice. Pour lui, les jeunes de la localité n'ont ni terrain à usage d'habitation, ni toit, alors que des promoteurs immobiliers et des personnalités détiennent des centaines d'hectares de terre. Djamou ak Njariñ Sàmm Sa Kàddu, Takku Wallu Sénégal et Pastef accélèrent la cadence pour une mobilisation permanente, pousser surtout les populations à sortir massivement voter le 17 novembre prochain. Aujourd'hui, Maguette Sène, tête de liste nationale, maire de Malicounda, est attendue cet après-midi à Touba Pékou. Vous connaissez bien Touba Pékou, c'est un village qui est dans la commune de Fandène, où il tiendra un meeting. Georges Diop. Merci, cher Ante Diop, en direct de Thiès. Diaspora, on atterrit ce matin à Abuja, au Nigeria. Oumar Saliou Lo attire l'attention des futurs députés de la diaspora sur les attentes qui sont nombreuses. Il souligne que les Sénégalais de l'extérieur comptent sur eux pour régler certains problèmes. Oumar Saliou Lo s'est entretenu avec Famadion. Tout d'abord, il est impératif de rappeler la fonction d'un député. Nous savons tous que le député est un élu du peuple et il a l'obligation de défendre les intérêts du peuple à travers des lois satisfaisantes qu'il vote à l'Assemblée nationale pour le bien de ce peuple. Sur ce, chaque représentant doit se conformer aux règles et aux fonctions qui lui sont conférées pour effectivement représenter dignement ce peuple. Nous, en tout cas Sénégalais de la diaspora, nous attendons des élus du peuple qu'ils fassent preuve de bienveillance pour qu'on ait un parlement de valeur et non pas un parlement d'horreur comme on l'a si mal vécu dans les législatures précédentes. C'est-à-dire, lorsqu'une loi est proposée, l'intérêt général doit impérativement primer sur l'intérêt du parti. Parce qu'on constate aujourd'hui que dans la plupart des assemblées, les élus ne sont pas des élus du peuple, mais on se stigmatise, on ne réfléchit plus, on se crache, on ne discute plus, on s'invective. Et si ce jeu-là ne s'arrête pas, c'est le Sénégal qui va en pâtir, sa démocratie, mais surtout l'État et la nation qui vont en prendre un sacré coup. Donc, il est grand temps que chacun se sente concerné et joue la carte de l'apaisement. Le portrait du jour, le portrait de Diaraf Alassane Ndao, tête de liste départementale de la coalition Diamak Njerindia Guinguinéo. Après une vie de syndicaliste et d'acteur de développement, le maire de la commune de Khelcom Biram veut aller à l'hémicycle pour mieux prendre en charge les préoccupations de son terroir. Koumbassa Ndian Faye. Aujourd'hui, je ne regrette pas ma vocation de politicien parce que ma commune, investi tête de liste départementale de la coalition Diamak Njering de Amadouba à Guinguinéo, Diaraf Alassane Ndao veut siéger à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit la fois dernière quand j'ai reçu le président Amadouba, une fois élu à l'Assemblée nationale, je ne serai pas un député de M. Amadouba, je serai un député du peuple, représentant le peuple avec une représentation digne de son nom. Je ne serai pas à l'Assemblée nationale pour me battre, pour insulter, ni encore moins arracher des micros. Pour moi, c'est de l'indécence, c'est irrespectueux. L'actuel maire de la commune
commune de Helkom Biram, c'est dans l'arrondissement de Mbadakhoune, dit en être à son deuxième et dernier mandat. Il est maire de sa localité depuis 2014. Parce que mon village, plus particulièrement ma commune, ont connu quand même une transformation radicale, tant sur le plan social que sur le plan économique, avec des infrastructures de base un peu partout, faire de telle sorte que les populations s'y retrouvent et puissent améliorer leurs conditions de vie. Un homme de développement d'un parcours syndical, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du secteur du BTP dit être un homme de défi, ce qui expliquerait même son engagement politique. J'ai beaucoup participé au bien-être des salariés dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Étant un ancien fils de chef de village, après son décès, j'ai à être élu chef de village que j'ai exercé de 2008 jusqu'en 2014 quand j'ai été élu maire. Pour que le candidat à ces législatives anticipées en arrive là aujourd'hui, toute une trajectoire. Le secrétaire général adjoint de la Confédération des travailleurs du Sénégal. En même temps, je suis aussi le coordinateur du réseau de l'ensemble des travailleurs des entreprises multinationales en Afrique de l'Ouest. Et je suis aussi membre de l'international du bâtiment et bois, IBB. Je suis aussi membre titulaire de la section Afrique et Moyen-Orient. Je siège aussi au Conseil mondial pour l'international des travailleurs du bois et bâtiment depuis une dizaine d'années. Informaticien de formation, ancien salarié des FAI Sénégal et aujourd'hui ancien chef de village aussi. Et après le baccalauréat, j'ai fait 2 ans à l'université de Dakar, à la faculté des sciences et techniques. Après, j'ai intégré une école de formation pour un diplôme d'analyste informaticien. Après cela, j'ai intégré une entreprise multinationale dans le secteur de la construction. Le candidat appelle à la sérénité et que tous les électeurs aient voté massivement dimanche. Diaraf Alassane Ndao espère être député et pense pouvoir bien porter le costume de parlementaire. La VAR à présent. Aujourd'hui, elle s'intéresse au parcours politique de Alioune Sarr, ancien ministre du Tourisme et des Transports sous l'Ancien Régime. Il va désormais campagne sous la bannière PASTEF. La VAR l'a rattrapé ce matin, Mohamed Ali Mouba. Pour les législatives, Alioune Sarr vote PASTEF. mais bu fekkee dañuy xool intérêt Sénégal gis ne Dembo Ndiaye ñi fi nekkoon président dañu mës a wax waa Sénégal ne bu ngeen ma joxul assemblée du ma mën a gouverner bu fekkee dañuy xool intérêt Sénégal war nañu mobiliser wu et donner une large majorité au président Bassirou Diomaye Faye. L'ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens sous Macky Sall a migré vers les prairies du nouveau pouvoir. Qui est cohérent, qui est conscient des enjeux. Je ne vois pas pourquoi celui qu'ils ont élu il y a 6 mois au suffrage universel, je ne vois pas pourquoi celui-là ne mériterait pas d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous, NINEC Alliance pour le Sénégal, nous disons clairement face au peuple sénégalais que nous lançons un appel, que nous assumons d'ailleurs. Nous lançons un appel au peuple sénégalais pour qu'il soit fidèle à sa tradition démocratique. Cette tradition démocratique héritée depuis 1960 et qui veut que le pouvoir exécutif, celui-là qui incarne la nation, qui est le chef de l'État, celui-là qui définit la politique de la nation, qui est le chef de l'État, s'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, ça nous amène à un blocage institutionnel. Alioune Sarr était de l'AFP, membre de Benno Bokk Yakaar, avant de tracer son sillon à la veille de la présidentielle. Il a toujours soutenu le président Macky Sall. waa Thiès le 24 février dinañ la votel ndax da nga am un bilan boo xam ne kenn du ko laam-laame. Monsieur le Président, 122 000 tonnes yu ñu exporté ci produits horticoles li ci ëpp fii lañ ko béyee Thiès entre Mboro Darou Khoudoss Kayar ak Notto Gouye Diama. béykatu Thiès gis nañu seen bopp sur ton programme, Monsieur le Président de la République. di wax ne Thiès est devenu le carrefour à cause de Ila Touba et de l'aéroport AIBD. Voici ce qu'il disait il y a quelques années à l'endroit du président Sarr. Monsieur le Président, vous êtes un soldat de l'Afrique et le Sénégal a besoin d'un président qui va accompagner le Sénégal dans l'Afrique. Et vous êtes le meilleur candidat, Monsieur le Président de la République. moo tax waa Thiès le 24 février ngeen teel a xëy ngeen ñëw voter massivement pour le candidat Macky Sall. Merci à Mohamed Ali Mouba pour la VAR. Il est 12h51.